Bonjour à tous, aujourd'hui on parle des injections SQL, de comment les détecter, les exploiter et faire en sorte qu'elles n'arrivent pas. Alors pour comprendre les injections SQL, il faut d'abord bien avoir en tête ce qu'est le langage SQL, donc Syntax Query Language, qui permet d'interagir avec une base de données. Donc par exemple, dans le cadre d'un site de e-commerce, on pourrait aller chercher le nom des articles et le prix grâce au langage SQL. Donc on sélectionnerait le nom et le prix depuis la table article. Et on pourrait ensuite traiter les données pour les afficher à l'utilisateur en HTML par exemple. Voilà. Il y a plusieurs logiciels de base de données, parmi lesquels MySQL, MariaDB, Microsoft SQL Server. Et donc par la suite, en fait, les injections SQL qu'on va effectuer et leur syntaxe varient en fonction de ce logiciel. Donc il y a plusieurs moyens de le détecter et plusieurs moyens de faire ce qu'on va faire en fait et ce qu'on va voir. Voilà. Donc dans un cas réel, c'est vraiment très important de savoir le logiciel de base de données que fait tourner le serveur. Voilà. Alors, l'une des utilisations des injections SQL, c'est pour bypass un formulaire de login, par exemple. Donc pour ça, il faut d'abord savoir comment fonctionne généralement un formulaire de login. Donc on va venir récupérer les données envoyées par l'utilisateur dans un formulaire HTML. Ces données vont être traitées par un code back-end, donc soit du PHP ou du Node.js par exemple, qui va traiter ces données plus ou moins bien, comme on va le voir, et qui va donner plus ou moins la possibilité en fait de faire des injections SQL. Et le code PHP va utiliser le langage SQL pour interroger la base de données. Donc par exemple dans le cadre du formulaire de connexion, il va récupérer dans des variables, les données entrées par l'utilisateur, donc le login et le mot de passe qui sera entré par l'utilisateur, et il va sélectionner toutes les informations depuis la table utilisateur où le login est égal à la variable login entrée par l'utilisateur et où le mot de passe est égal à la variable mot de passe entrée par l'utilisateur. Donc si l'utilisateur a rentré un mauvais login ou un mauvais mot de passe en fait qui ne se trouve pas dans la base de données, c'est-à-dire que si il n'y a pas le login dans la base de données et que, admettons qu'il y ait donc le mot de passe ne correspond pas dans la table de la base de données, ça va rien retourner. Voilà. Et donc si ce script retourne quelque chose, en fait si la requête retourne quelque chose, ça veut dire qu'il y a bien une entrée dans la base de données avec ce login qui correspond à ce mot de passe. Et donc on pourra après faire en sorte que l'utilisateur soit connecté. Voilà. Alors ensuite on va passer maintenant à la partie détection et exploitation d'une injection SQL. Et j'expliquerai après plus en détail pourquoi est-ce que j'ai fait ce que j'ai fait et comment ça marche. Voilà. Donc on se retrouve sur l'OWASP JUS Shop, qui est une application web faite pour être vulnérable à tout un tas de choses, dont aux injections SQL. Donc là on est face au formulaire de login. J'ai pas de compte sur ce site, donc on peut tester le comportement attendu du site si je mets un mauvais email et un mauvais mot de passe. On voit bien que ça me dit que l'email ou le mot de passe est invalide. En l'occurrence, c'est les deux. Et donc pour détecter une injection SQL, il y a plusieurs méthodes, mais la meilleure, ça reste quand même de mettre un guillemet. Pourquoi est-ce que mettre un guillemet, c'est la meilleure méthode pour détecter? Parce que, si vous vous rappelez bien, la mauvaise manière dont on peut implémenter les données entrées par l'utilisateur dans un query SQL, c'est par des variables. Et ces variables, elles étaient entre guillemets. Et donc si on rajoute un guillemet, ça va faire guillemet ouvrant, guillemet fermant, guillemet ouvrant. Donc en fait, il va y avoir un guillemet qui servira à rien et qui va faire bugger, en théorie, la requête SQL. Donc là, on voit que c'est ce qui se passe. On a une erreur qui n'est pas attendue, object. Donc on voit bien qu'il y a une erreur qui a été remontée par le serveur de la base de données, en fait, qui ne comprend pas le query, qui n'est pas le bon. Voilà, donc ça nous confirme que le formulaire ne filtre pas bien ce qui est rentré par l'utilisateur. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, après ça c'est la partie du challenge, on pouvait trouver l'adresse de l'administrateur sur le site au niveau des commentaires. On va se login, hop, voilà. Donc ce qu'on va faire, le mot de passe, ça c'est pas important. Ce qu'on va faire, c'est que
comme on n'a pas le mot de passe de l'administrateur, on va mettre guillemets pour en fait échapper. Donc là, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment mettre la donnée, ça va être guillemets ouvrant l'adresse mail de l'utilisateur, guillemets fermant. Et du coup, il y a une autre guillemets. Donc celle-ci, on va la mettre entre commentaires. Et de façon générale, en fait, les deux tirets, ça permet de mettre toute la... Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a aussi le hashtag ou le tiret... bref, il y a plusieurs méthodes pour faire des commentaires. Et donc, ça va permettre en fait que tout le reste sur la vérification du mot de passe ne soit pas pris en compte. Et donc là, on voit qu'on peut se connecter au compte administrateur sans problème. Je vais revenir en détail sur ça et sur d'autres méthodes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que j'ai rentré comme information, c'est... Bon, alors c'était dans ce cadre-là, c'était avec une adresse mail. Là, on va imaginer que c'est juste avec un login. Ce que j'ai rentré, c'était un login que je connaissais, dont je savais qu'il était le bon, guillemets, tiré, et en mot de passe, en fait, le mot de passe n'a aucune importance, puisque tout simplement, toute la partie qui est en verte ici va être mise en commentaire par les deux tirets. Voilà. Donc ça permet, en fait, la parenthèse, le guillemet que je mets là, permet de fermer celui qui est ouvert lors de la génération du query. Donc ça le ferme. Et tout le reste est mis en commentaire et ça permet d'éviter l'erreur avec le premier en fait guillemet qui était prévu par l'application PHP. Voilà. Et donc ce que ça va faire en fait, c'est que ça va sélectionner tous les utilisateurs où le login est à adminer. Ça va juste pas du tout vérifier le mot de passe. Une autre version en fait de l'injection SQL, ça va être si on connaît pas le login, on peut mettre n'importe quoi en login. Or 1 égale à 1, donc ça c'est forcément vrai en fait, 1 est toujours égal à 1, et donc ça va renvoyer true. Donc en fait, ça va renvoyer, ce que ça va faire, c'est que ça va faire sélectionner tous les utilisateurs where login égale, bon là on met ce qu'on veut, or 1 égale 1, et donc or 1 égale 1, en fait ça va juste bypass, en fait, il va même pas y avoir de login, ça va juste sélectionner tout depuis la table utilisateur. Le limite 1, en fait, c'est parce que si vous avez plusieurs données qui sont remontées par le query SQL, ça pourrait faire bugger après le script PHP qui n'attend par définition qu'une seule remontée. Donc limite 1, ça permet de prendre que le premier résultat. Et évidemment, on met tout le reste en commentaire. Voilà. Ensuite, le plus important, ça reste quand même de savoir sécuriser ça et comment faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc, le plus important, c'est de filtrer les données. Il ne faut jamais faire confiance aux données entrées par l'utilisateur. Donc, il faut vraiment faire en sorte d'enlever tout ce qui est guillemets. Et ça, c'est aussi vrai pour les injections XSS. Qu'on verra, enfin pour les XSS, pas vraiment des injections, qu'on verra dans une prochaine vidéo. Il faut aussi utiliser en PHP PDO, donc PHP Data Object, qui va en fait permettre de non pas d'utiliser, comme on a vu ici dans l'exemple, des variables directement dans le query SQL, mais en fait ça va permettre de vraiment séparer la partie variable et la partie SQL, ce qui est une bonne méthode. Et donc ça va permettre en fait de mapper. Là on voit que login égale name, password égale MDP, enfin en fait c'est 2.name, 2.mdp, mais c'est pas les variables qui sont rentrées par l'utilisateur. Les variables qui sont rentrées par l'utilisateur, elles sont là. C'est $name et $mdp, qui ensuite, donc lors de l'exécution, et uniquement de l'exécution, pas lors de la préparation, ces variables vont être mis aux endroits mappés. Donc ça permet vraiment de bien séparer. Et de façon générale, si vous utilisez une version moderne de PHP, les dernières versions, vous n'aurez pas tellement accès à des méthodes de communication avec la base de données qui seront dangereuses. Vous utiliserez sûrement PDO. Voilà. Mais bon, il faut vraiment faire vérifier ces trois choses pour être sûr. Ça fonctionne aussi en Node.js, parce qu'en l'occurrence, le WASP Just Shop est programmé en Node.js, et en fait c'est la même chose, il y a un équivalent PDO pour Node.js. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions en commentaire, j'y répondrai sans problème. Là on a vraiment vu que le haut de l'iceberg des injections SQL, hein, il y a vraiment tout un tas d'autres choses. Il y a les injections SQL à l'aveugle, les injections SQL par union. Ça c'est des choses qu'on pourra voir dans des prochaines vidéos.
Et donc voilà. Sur ce, je vous dis au revoir et bonne journée.